Si vous aimeriez devenir plus confiant en public, développer votre intelligence, voire même développer une communauté en ligne, ou sinon enrichir vos arguments afin de défendre ce en quoi vous croyez, alors la lecture est incontournable. Mais comment lire sans ennui et surtout comment lire et étudier efficacement? Dans cette vidéo, je partage avec vous 17 stratégies que vous permettront d'y arriver. Restez jusqu'au bout afin de voir la différence entre l'étude et la lecture, mais aussi voir les différents types de lectures qui vont vous permettre de bien comprendre un livre. Salut les sages, ici Abdel Barro. Sur cette chaîne, vous trouverez tout pour améliorer votre vie, vos finances et même votre spiritualité par des stratégies concrètes. De plus, dans la description, je vous ai laissé mon ebook, Déblocage émotionnel qui vous empêche de prospérer. Cliquez sur le lien afin de les télécharger. À cause de ces cadeaux, mais surtout afin de permettre à la chaîne de grandir, laissez votre pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est parti. Dans le club du livre d'aujourd'hui, nous allons parler de ce livre, Stratégie de lecture pour lire et comprendre mieux. Pour ceux qui sont déjà habitués, peut-être vous êtes nouveau sur la chaîne, mais pour ceux qui sont déjà habitués, ils savent que j'aime partager des livres que je lis. Je fais une fiche de lecture, ou du moins, une fiche de lecture selon ce que je comprends ou selon ce qui est bon pour moi. Alors, je crée une fiche de lecture chaque fois que je lis. D'ailleurs, j'ai plein de livres ici devant moi, des livres que je suis en train de mettre de côté pour préparer une conférence. Je ne prépare pas une conférence simplement en lisant des livres. Je prépare des conférences en suivant également des documentaires, voire d'autres conférences, lire également des articles. Mais je commence en structurant mes idées et à partir de ces idées, je commence à mettre de côté les ouvrages et vous allez voir que ce que je fais sort aussi de ces livres. Je le faisais avant sans avoir lu ces livres, mais en le lisant, j'ai vu que cette stratégie existe déjà, comme quoi il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Donc aujourd'hui, on va voir ce livre, très beau livre. Il est un peu long, on ira rapidement parce que s'il faut rester sur chaque partie du livre, on risque de ne pas le finir. La partie la plus importante de la fiche de lecture que je partage avec vous sur un livre, c'est la partie commentaire. La partie commentaire de ma fiche de lecture, ce n'est pas la critique comme il faut faire, la critique sur les livres, mais c'est plutôt quelquefois des leçons que je tire en partant de la lecture, mais également des leçons qui me viennent alors que je suis en train de lire, certaines réflexions me viennent, alors je partage, je mets au niveau de commentaires ces différentes réflexions. Mais il m'arrive également de faire des commentaires en critiquant, par exemple, si je suis en accord ou désaccord, là où je crois que l'auteur a été incohérent, ou il manque d'informations, il n'a pas été bien informé sur tel aspect. Il m'arrive de faire quelquefois des commentaires par rapport à cela. Mais en majeure partie des temps, le commentaire, ce sont des leçons et c'est la partie la plus importante. Voilà pourquoi je vous invite de rester jusqu'à ce que nous puissions arriver à cette partie-là. Alors, le livre Stratégie de lecture pour lire et comprendre mieux. C'est un livre écrit par Ismar Souza, brésilien. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis lusophone, je parle portugais. Et je l'explique presque tout le temps parce que j'avais déjà fait une fiche de lecture où j'ai expliqué cela. C'est encore le livre de Ismar Souza parce que je lis pas mal de livres sur la lecture, l'écriture ces derniers temps. Et j'ai trouvé ces bouquins, ces e-books très intéressants. C'est un e-book et c'est vraiment intéressant. Quelle est la problématique ou la thèse? Vous savez, quand vous lisez un livre, c'est bien de saisir la problématique, la thèse, afin de voir si c'est à partir de... En fait, les chapitres d'un livre sont là pour expliquer la thèse ou la problématique que l'auteur défend. Donc, si vous ne saisissez pas la problématique ou la thèse de l'auteur, vous aurez du mal à savoir si les chapitres sont réellement une réponse à cette thèse ou une démonstration plutôt. Une réponse à cette problématique ou une démonstration de cette thèse. Et si vous ne savez pas si les chapitres répondent à la problématique ou défendent la thèse, vous ne saurez pas faire ensuite une critique par rapport à ce livre. Et la problématique, on a du mal à la trouver si on ne lit pas l'introduction d'un livre. Et la plupart des temps, lorsqu'on achète un livre, qu'est-ce qu'on fait? On va skip, on va sauter l'introduction d'un livre. Ça, c'est un livre très intéressant, Sagesse biblique, sagesse politique. Je vous invite dans ma prochaine conférence où je parlerai de la politique et les royaumes des cieux, faire cette comparaison entre la politique et les royaumes des cieux, les gouvernements de Dieu et les gouvernements des hommes, pour
pour le dire autrement. Donc, lorsqu'on achète normalement un livre, celui-là, je l'ai acheté en 2021, je mets toujours les dates sur mes livres. Alors, quand on achète un livre, il y a la partie introduction. La partie introduction, très importante, mais qu'est-ce qu'on fait? On saute cette partie. Et quand on saute cette partie, on a donc du mal à saisir la problématique. Quelle est la problématique du livre de Ismar? Ismar va dire ceci: la lecture est une porte ouverte vers l'apprentissage. Partout, savoir. Pourtant, savoir comment bien lire et étudier, est-ce que c'est ce qui fait, il faut que je change ici, quand je prends note, quelquefois je suis rapide, ce n'est pas une excuse, mais je me rends compte, peut-être qu'on va encore trouver d'autres erreurs comme ça. Pourtant, savoir comment bien lire et étudier est ce qui fait la différence, je voulais écrire autrement, mais ça aussi ce n'est pas mauvais, est ce qui fait la différence entre ceux qui retiennent simplement le mot et ceux qui transforment cette connaissance en sagesse. Donc pour Ismar, ce qu'il va défendre dans ce livre, c'est comment bien lire et étudier. Et d'ailleurs, il va faire la différence entre lire et étudier, c'est ce qu'on va voir après. C'est la thèse qu'il va donc défendre dans ce livre, c'est sa problématique. Il va montrer la voie pour que quelqu'un puisse bien lire et bien étudier. Ça veut dire que à la fin de ces livres, un étudiant ou juste un lecteur devrait savoir comment bien lire et comment étudier, et on va voir si finalement il va réellement permettre à la personne d'y arriver. Quand je lis un livre, je note également quelques citations. On ne va pas lire toutes les citations. Je vous laisse sur l'écran. Vous pouvez, alors que je suis en train de lire quelques-unes, vous pouvez lire les autres ou sinon faire un screenshot ou sinon mettre pause dans la vidéo et continuer à les lire. La première citation que j'ai eu à mettre, c'est: la lecture est une activité des bases de l'étude, mais étudier ne se limite pas qu'à la lecture. Étudier ne se limite pas qu'à la lecture. Lecture, j'aime bien ça. Deuxième citation: le lecteur n'est pas celui qui sait lire, mais celui qui aime lire. Waouh! Sachant que, il va expliquer que l'amour pour la lecture nous conduit toujours à savoir lire. Très beau ceci. Troisième, et on va s'arrêter là. Si l'intention est l'énergie nécessaire pour commencer une activité, la détermination est l'énergie qu'on utilise pour la finir. L'intention dans le sens de motivation, en sachant que j'ai traduit le livre de portugais en français. Mais si je pouvais mieux traduire ici, au lieu de mettre l'intention, je mettrais plutôt la motivation. Si la motivation est l'énergie nécessaire pour commencer une activité, la détermination est l'énergie qu'on utilise pour la finir. Ça s'applique à la lecture, ça s'applique également dans tous les domaines de la vie. C'est ça la beauté en fait de lire un livre. C'est que vous allez comprendre les insights, la sagesse du livre. Et même si un livre parle d'économie, marketing, même s'il parle de philosophie, même s'il parle de biologie, même s'il parle de neurosciences, psychologie, théologie, vous pouvez prendre les leçons qui s'y trouvent et appliquer dans d'autres domaines de votre vie. C'est ça la beauté du livre. Alors, partons au niveau du résumé. Qu'est-ce que j'appelle résumé? Et quand je lis un livre, il y a deux parties. Il y a la partie résumé et ensuite la partie explication du livre. Dans la partie résumé, ce que je fais, c'est que je résume chaque chapitre par quelques phrases courtes. Quand je lis par exemple un paragraphe ou quand je lis toute une page, quelquefois je tente de, pas quelquefois, je résume ces pages ou je résume quelques paragraphes avec mes propres mots en quelques lignes, quelques phrases. Et c'est ce qui me permet donc de résumer chaque chapitre. Mais ensuite, il y aura une partie, on va la voir plus bas, la partie explication, explication du livre. C'est où, en quelques phrases, je vais expliquer l'idée globale du livre sans rentrer dans tous les détails. Si quelqu'un me demande de quoi parle ce livre, je saurai à partir de la problématique et à partir de l'explication que je donne du livre, dire à la personne de quoi il s'agit. Maintenant, si la personne a besoin que je rentre en détail, c'est là où je vais donc utiliser les différents résumés. Il faut savoir que lorsqu'au début de la vidéo, je parlais des 17 stratégies, c'est parce que dans ces livres, il y a 17 chapitres, des 17 chapitres qui ne sont pas longs, ils sont vraiment courts et on va parcourir maintenant ces 17 chapitres et voir de quoi il s'agit. Le premier chapitre, Ismar va donc faire cette différence entre lecture et étude. Qu'est-ce qu'il va dire? La difficulté que les gens éprouvent pour lire vient du fait
qu'elles ne font pas la différence entre lire et étudier. Mais ce n'est pas simplement la difficulté pour lire, c'est même difficulté pour étudier, pour saisir, pour comprendre réellement. Mais il va parler de la lecture parce que si on ne comprend pas comment lire, quelles sont, on va voir après, quelles sont la façon ou les façons de lire, on aura du mal donc à réellement étudier ou du mal à comprendre ce que l'on lit. Donc, il va dire qu'étudier et lire sont deux activités différentes et il va commencer à les expliquer. Lire étant prérequis à l'étude. Lire étant prérequis à l'étude. Je pense que ces livres n'aident pas simplement les lecteurs, bon, je le disais déjà avant, mais il va aider surtout des personnes qui veulent étudier, des étudiants en université, secondaire, peu importe là où ils sont, ça va vraiment aider à étudier, mais ceux qui font les doctorats également, le master ou d'autres formes d'études, ça va vraiment, ça aide. Alors, il dit également la lecture permet d'acquérir les informations et l'étude est l'analyse des informations obtenues de différentes manières, alors que la lecture me permet juste d'obtenir l'information. Quand je commence à aller au-delà de la lecture, à commencer à étudier, je commence à analyser ces informations. Je commence à réfléchir sur ces informations, à réfléchir sur l'aspect théorique, pratique de ces informations-là. L'apprentissage vient lorsqu'on lit, étudie, exécute et applique les nouvelles connaissances. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'on a appris? C'est lorsqu'on a lu, c'est lorsqu'on a étudié, c'est lorsqu'on a exécuté et lorsqu'on a appliqué. Nous sommes actuellement dans un monde où, malgré les nombres de connaissances qui existent, il existe peu de personnes sages. C'est pour cela qu'on a besoin davantage de coachs, on a besoin davantage de mentors, on a besoin davantage d'acheter des cours en ligne. Quand on finit l'université, ce n'est pas suffisant. On a encore besoin d'ajouter les études. Non, je comprends qu'on étudie tout au long de la vie. Ce n'est pas ça le point. Le point est que si on court derrière le savoir, alors qu'il est disponible sur l'Internet, il est disponible dans les livres, mais on court derrière certaines personnes pour apprendre d'eux, c'est parce qu'on a du mal à parvenir à la sagesse. La sagesse qui est le rassemblement de tout ce qui est là, la lecture, l'étude, exécution et application. On va ajouter donc l'observation et tout ceci ne peut naître que par l'étonnement parce qu'il n'existe pas de la sagesse sans l'étonnement. C'est le principe basique de la philosophie, l'amour de la sagesse. C'est parce que je suis étonné que je vais en quête de la vérité par rapport à ce qui m'étonne. Et quand je manque cet étonnement, et c'est normal que nous puissions manquer de l'étonnement actuellement parce que tout est démystifié, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de beauté dans la nature, de la beauté dans ce qui existe. Alors, on n'est pas étonné par quoi que ce soit, on n'est plus étonné par la musique, par la mélodie, par l'art, par le beau, on n'est plus étonné par tout cela. Donc, ça fait que de moins en moins, on devient sage et on a juste de connaissances et on pense que connaître, c'est être sage. Ce n'est pas du tout vrai. De même aussi, on est dans une époque où euh, on connaît beaucoup, mais on maîtrise très peu. On connaît sur la biologie, mathématiques, philosophie, on connaît sur les réseaux sociaux, on a des savoirs, mais on maîtrise très peu ces différentes choses. On peut avoir les savoirs sur la médecine, mais ça ne fait pas de nous pourtant un médecin qui va donc faire une opération, qui va pouvoir intervenir sur le plan médical. Donc, je suis en train de m'attarder sur ça parce que, comme je disais au début, mon but, c'est de vraiment nous conduire à être sages, conduire à chaque personne qui est abonnée, mais également qui vont venir après, peut-être vous, à parvenir réellement à la sagesse et non pas simplement à la connaissance, parce que la connaissance enfle. La sagesse, elle rend humble. D'ailleurs, les débuts de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et cette crainte, c'est également cette humilité que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour cela que c'est important ceci. Il va continuer, je ne veux pas durer dans ce chapitre, mais tout renvoie à ça, savoir adapter sa lecture au type de l'étude. Et ensuite, il va parler des différentes phases de lecture. On va voir après, pré-lecture, lecture et post-lecture. Et il va parler également des niveaux de lecture. Il va traiter tout ceci dans les autres chapitres. La lecture élémentaire, institutionnelle, analytique et syntaxique. Chapitre 2. Qu'est-ce qui est nécessaire pour lire et comprendre mieux?
qu'est-ce qui est nécessaire pour lire et comprendre mieux. Dans l'autre livre qu'il a écrit également sur comment lire, comment lire et comprendre, et là où il va mettre l'accent sur la concentration, j'ai fait la fiche de lecture concernant ce livre. La thèse ou la problématique qu'il va défendre, c'est que pour lire plus, parce que le livre parle de comment lire plus, pour lire plus, il faut être concentré. Et pour être concentré, il va donner un certain nombre de stratégies. Et ces stratégies, il va également mettre dans ce livre quelles sont ces stratégies-là. Première, développer les goûts et l'intérêt pour la lecture. Le deuxième, commencer par des livres plus simples, plus courts, sur des sujets que l'on aime et dans les rythmes qu'on supporte. Certes, vous avez déjà entendu parler, et je défends ceci, moi-même, je suis dans ce défi, le défi de lire un livre par semaine. C'est un défi, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen de lire. Vous pouvez lire un livre en mois. Vous pouvez lire un livre 2 mois. On nous vend aujourd'hui cette, on nous vend cet objectif-là de lire un livre par semaine, mais il faut comprendre quand est-ce que cet objectif est important pour moi et non pas simplement s'élancer sous forme de moi aussi, je vais lire un livre par semaine afin qu'à la fin de l'année, je puisse dire que j'ai lu un certain nombre, 50 de livres, j'ai lu 50 de livres l'année. Le but, ce n'est pas la quantité, mais également la transformation que cela va produire en vous. Si vous lisez pour la quantité et non pas pour la transformation et la transformation de votre vie, la transformation de votre business, la transformation d'une situation, c'est là même la sagesse. La sagesse, c'est mieux réfléchir pour mieux vivre. Si ce n'est pas pour mieux vivre, alors je n'ai pas besoin de lire 50 livres par an. Je préfère lire un livre qui va me permettre de mieux vivre tout au long de l'année que de lire 52 livres et dire j'ai lu 52 livres, mais cela n'a rien fait dans ma vie. C'est pour cela que cette partie ici de supporter le rythme, aller dans le rythme qu'on supporte, est réellement très important. Troisième chapitre, l'habitude de lire. L'habitude de lire vient en lisant, normal, l'appétit vient en mangeant. Donc l'habitude de lire ne peut que venir en lisant. Cela ne va pas tomber du ciel comme la manne, mais c'est à force de lire qu'on devient lecteur, parce que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc c'est à force de lire qu'on devient donc lecteur également. Les principes de la lecture sont l'intérêt, objectif général, concentration et détermination. Je ne veux pas mettre de commentaires là-dessus, je pense que c'est simple à comprendre, d'autant plus qu'il y a pas mal de chapitres à voir. La performance dans la lecture dépend du mindset et du comportement, à savoir que le comportement renvoie à l'idée de l'habitude. Ici, l'habitude. C'est où c'est que je cherche? C'est ça. J'utilise Notion, j'aime bien Notion. L'habitude de lire vient en lisant, donc la performance, c'est au niveau du mindset et comportement. Et dans l'autre fiche de lecture, je pense que je vais mettre ici, vous pouvez suivre après sur la concentration et comment est-ce que le comportement renvoie également à la concentration pour créer cette habitude de la lecture. Ensuite, la lecture a trois objectifs. Chacun se donne l'un de ses objectifs. Trois objectifs dans la lecture. Le premier objectif plutôt, c'est lire pour s'informer. Deuxième, lire pour comprendre. Troisième, lire pour se divertir. Pourquoi il est important ceci? Parce que selon l'objectif de lecture que vous avez, vous adoptez un type de lecture. Selon les objectifs, vous adoptez un type de lecture. Quand vous lisez un roman, vous n'allez pas adopter le même type de lecture que lorsque vous lisez un livre philosophique ou quand vous lisez d'une manière générale, plus générale, un livre didactique, lire un roman, lire les poésies, vous n'adoptez pas le même type de lecture que lorsque vous lisez un livre didactique. Donc, quand vous êtes en train de lire juste pour s'informer, notamment les journaux, quand vous êtes en train de lire pour comprendre les livres didactiques, ou quand vous êtes en train de lire pour se divertir, romans notamment, vous n'allez pas, pour ces différents types, ces trois objectifs de lecture, vous n'allez pas utiliser les mêmes types de lecture, chose qu'on va voir juste après, les types de lecture. Chapitre 5, la planification de la lecture. Savoir combien de temps il faut pour finir un livre, il en parle également
dans l'autre fiche de lecture que j'avais déjà présentée. Deux façons de pouvoir chronométrer ou de pouvoir définir cela, savoir combien de temps il faut pour finir un livre. Deux façons de le faire. J'ai mis ici, utiliser un chronomètre et voir combien de temps l'on prend pour lire une page, multiplier ces temps par nombre de pages. C'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est simplement de dire, je vais finir ce livre en 2 semaines. Alors, le livre a combien de pages? 200 pages. Je divise 200 pages par 14 et euh, je trouve donc le nombre de pages qu'il faut que je lise par jour. Et en lisant ce nombre de pages par jour, je finis ce livre en 2 semaines. C'est la même chose qu'on fait également lorsqu'on veut lire un livre en une semaine. Chapitre 6, lecture active. Différence entre lecture active et lecture passive. C'est quoi une lecture active? Lecture active est une activité qui consiste à poser au livre des questions qui permettent d'extraire un plus grand nombre d'informations. La lecture passive, c'est juste lire. Je prends le livre et je lis. Vous voyez, quand on lit, on va surligner ou souligner, peu importe, soit l'un, soit l'autre, je fais les deux quand je lis. Alors, la lecture passive, je lis juste. Je n'ai pas de questions que je pose au livre, mais quand je commence à avoir une lecture active, on va voir les questions après, j'ai des questions que je pose au livre. Des questions du genre, voici la question, de quoi parle l'auteur? Toutes les informations du livre sont vraies. Parce que des fois, on va raconter des histoires fictives dans le livre. Même lorsque vous lisez la Bible, il y a des paraboles. Les paraboles ne sont pas toutes vraies. Les paraboles sont des histoires que, soit les histoires quotidiennes ou les histoires qu'on crée pour tirer des leçons, pour permettre à la personne de saisir une vérité à partir de cette histoire. Ce n'est pas l'histoire qui est importante, c'est la vérité qu'on veut faire la personne saisir qui est importante en ce moment-là. Donc, quand je lis un livre, c'est important que je me pose la question de savoir est-ce que toutes les histoires ou toutes les informations du livre sont vraies? Comment l'auteur présente ses idées? Et alors c'est très important, c'est l'application. Comment cela s'applique à moi aujourd'hui? Comment cela s'applique à ma famille? Comment cela s'applique à mes études? Comment cela s'applique à mon business? Comment cela s'applique à ma santé? Comment cela s'applique à moi? C'est tirer l'application et chaque fois que je lis, je tire également les applications. On va voir ça tantôt juste à la fin de cette fiche de lecture. Chapitre 7, rapidement, prendre des notes. C'est ce que je fais. Quand je lis un livre, ça fait en sorte que quelquefois, quand je lis un livre, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Aujourd'hui, c'est plus simple, mais quand j'ai commencé à lire, je ne prenais pas de notes. Quand j'ai voulu commencer à prendre des notes en lisant, j'ai commencé ça. Ça fait longtemps et je prenais des notes. Non, il n'est plus ici. Je ne sais même plus où il est. Je prenais des notes sur un agenda sur ce que j'ai appris. C'était pas vraiment comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus. J'ai développé la technologie de prise de notes. Quand je lis un livre, ma technologie à moi. Mais c'est important de prendre les notes pour faire quoi? Pour mieux saisir l'information. Quand je prends des notes, quand j'écris, je mémorise plus. Quand je lis, je mémorise. Mais quand, vous savez, la mémoire, il y a la mémoire à long terme, il y a quatre, on va parler de quatre, oui, quatre types de mémoire. Et quand je lis, ça permet à ce que l'information puisse partir à, à la mémoire à long terme. Pour ceux qui ont regardé les dessins animés, vice-versa, il parle bien de cela, vice-versa 2. Un excellent dessin animé pour ceux qui aiment neurosciences, pensée, émotion, euh, psychologie. C'est vraiment un très bon dessin animé. Alors, pour prise de notes, avant de surligner ou pour la première fois, et plutôt quand vous commencez à lire un nouveau sujet que vous n'avez jamais lu auparavant, vous allez vous rendre compte que on a l'impression que toute la partie du livre est importante, on veut tout surligner là. Mais ce qu'il va dire ici, c'est avant de le faire, se rassurer que c'est vraiment important. Autre chose, c'est de ne pas souligner en grand extrait. Vous prenez toute une page, non, à ce moment-là, au lieu de le faire, vous résumez l'idée de la page au lieu de tout surligner. Prendre les notes où c'est mieux pour vous, soit sur les livres. Je pense que les livres qui sont ici, est-ce que j'ai pris des notes sur les livres? Ces livres ici, je n'ai pas pris des notes. Mais est-ce que je peux trouver un livre ici? Je pense qu'il est... Il est quelque part. Je ne sais pas.
il y a un livre spécial que je... Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Mais il y a un livre que j'ai pris beaucoup de notes, celui que je cherche. Où j'ai pris beaucoup de notes, mais il y a des livres que je ne prends pas de notes. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand je lis, je prends des notes, je prends des notes sur Notion, mais surtout, je prends des notes sur Google Doc, afin que ça reste enregistré et que je puisse le consulter quand je veux. Le point, prendre les notes, il faut également noter ce sur quoi vous êtes d'accord ou en désaccord avec l'auteur et les questions qui surgissent pendant la lecture, vous prenez également note. Chapitre 8, lecture élémentaire. Là, il va commencer à parler maintenant des types de lecture. Premier type de lecture dont il va parler, c'est la lecture élémentaire. On répond à une seule question dans la lecture élémentaire, qu'est-ce que le texte dit? Cette lecture ici, quand vous avez comme objectif de lecture le divertissement, se divertir, la lecture élémentaire suffit. Ça peut vous permettre de bien comprendre les livres. Parce que la lecture élémentaire, c'est juste pour savoir qu'est-ce que le texte dit. Par elle, on cherche juste à comprendre les sens de mots. Tant que je comprends les sens de mots, dans un livre, la lecture élémentaire me suffit pour l'objectif de s'informer ou l'objectif de se divertir. La lecture élémentaire est suffisante. C'est pour cela que je disais, selon l'objectif que vous avez de la lecture, vous savez quel type de lecture adopter. Chapitre 9, par contre, s'il fallait faire un commentaire, vous voyez, s'il fallait faire un commentaire du livre, le chapitre 9, j'allais demander à l'auteur, pourquoi tu l'as mis ici alors que tu as commencé à parler des types de lecture? Est-ce que le chapitre 9 ne devrait pas être chapitre 8 et chapitre 8, chapitre 9? Parce qu'ici, il va parler de la structure du livre et il va continuer après en parlant de type de lecture. C'est un chapitre qui vient casser la dynamique dans laquelle il est rentré. Je crois que c'est un chapitre qu'elle pouvait mettre avant. Vous voyez, ça c'est un commentaire, une critique qu'on va faire donc du livre. Il va parler donc de la structure du livre, chose que je crois qu'il devrait en parler avant de commencer à parler de type de lecture. Chapitre 9, structure du livre. Éléments prétextuels du livre. Maison d'édition qui a édité ce livre. Le ISBN, c'est le chiffre que chaque livre a un chiffre. D'ailleurs, si vous êtes en librairie, bibliothèque, vous allez toujours demander quel est le ISBN du livre. C'est la façon d'identifier, c'est l'identité du livre. C'est l'identité, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est l'identité du livre. Le ISBN, préface, introduction, épigraphe. Épigraphe, c'est comme une citation qu'on va... Est-ce que ce livre a une épigraphe? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Non, il commence directement une introduction. Est-ce que... Non, il n'a pas d'épigraphe. Est-ce que celui-ci, il a... Je n'avais pas mis ce livre-là comme illustration. Je les ai mis là parce que je suis en train d'organiser une conférence. Non plus, il n'a pas d'épigraphe. Épigraphe, c'est une citation au début du livre ou un livre, je pense que réfléchissez devenir riche. Est-ce que il a, je crois, je l'avais déjà lu et il a normalement, voilà, réfléchissez devenir riche à une épigraphe. Les citations qui commencent au début d'un chapitre ou les citations qui commencent au début d'un livre. Je te remets à ta place. Donc ça, c'est épigraphe. Ensuite, éléments textuels, les chapitres, les notes des bas des pages. Éléments post-textuels, les postfaces, annexes, bibliographie, glossaire. Glossaire, c'est comme un dictionnaire qu'on va mettre à la fin du livre. Index. Éléments extra-textuels, les quatre couvertures. Je prenais le temps pour des 4 couvertures parce qu'avant, lorsque j'entendais quelqu'un dire le fait que je ne sois pas francophone, la 4e des couvertures, je croyais que 4e des couvertures était un seul mot. Quand on dit 4e des couvertures, c'est parmi les 4 couvertures qui existent, la 4e des couvertures fait partie j'espère que j'explique bien, ça fait partie de ces 4 couvertures. Donc, quand on parle des 4 couvertures, c'est ça. Première, deuxième, troisième. Oh, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Première couverture, deuxième,
Troisième, il y a eu un bruit là, j'ai tapé mon micro. Quatrième de couverture. Donc, quand vous lisez normalement ces différents éléments, ça aide également pour comprendre le livre, la structure de livre. C'est à peu près ça, le livre. Il faut savoir le machiner, c'est un bon livre. Chapitre 10, lecture d'inspection. En quoi cela consiste? Cela se divise en deux parties, la prélecture et la lecture superficielle. Lecture superficielle, on pourrait encore appeler cela la lecture diagonale. C'est comme ça que Ismar appelle les types de lecture. Mais on peut, dans la francophonie, j'entends plutôt parler de la lecture diagonale, une lecture qui est vraiment rapide. La prélecture est divisée en 6 parties. Quelles sont ces différentes parties? Lire les couvertures, lire les parties avec date de publication des livres, examiner la table des matières, voir l'index, examiner les chapitres et enfin voir les tableaux, les schémas, les citations. C'est lorsque vous prenez un livre, vous commencez à voir les dessins, les tableaux et ça vous permet d'avoir une idée générale du livre sans pourtant lire tous les livres. C'est ce qu'on appelle encore une lecture diagonale, que ce soit prélecture ou encore lecture superficielle. En passant, dites-moi si vous voulez que je vous présente la fiche de lecture de ces livres. Réfléchissez, devenir riche, c'est un classique. Si vous voulez que je vous présente ça, je vous présenterai. Dites-moi dans le commentaire, je vous ferai la fiche de lecture par rapport à ce merveilleux livre de Napoleon Hill. Chapitre 12, lecture analytique, l'une des lectures qu'on va plus utiliser pour mieux comprendre un livre ou même pour étudier. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on veut comprendre un livre, lorsque le but de la lecture, ce n'est ni l'information, ni le fait de se divertir, mais c'est plutôt la compréhension, on va donc utiliser la lecture analytique. C'est quoi la lecture analytique? Elle a pour but d'approfondir le sujet traité par l'auteur. Elle va chercher plus loin, donc elle va chercher plus de détails, examiner les argumentaires. Il y a différents niveaux pour saisir la lecture analytique. Le premier niveau va répondre à 4 questions. La première question, quel est le genre du livre? Deuxième question, c'est quoi l'idée centrale du livre problématique? Troisième question, quelles sont les principales parties du livre? Comment elles sont organisées et comment elles sont reliées avec l'idée centrale? Les parties, c'est, vous prenez un livre par exemple, il aura par exemple partie 1, il va donner un certain nombre de chapitres. Partie 2, il va donner un certain nombre de chapitres. Partie 3, il va donner un certain nombre de chapitres également. Tous les livres n'ont pas ça, mais il y a des livres qui ont ça. Dernière question, quelles sont les questions auxquelles l'auteur a tenté ou a répondu? Deuxième niveau de lecture analytique, c'est faire la distinction entre le langage et le message de l'auteur. Quel est le langage que l'auteur utilise pour communiquer son message? Un langage populaire ou pas, un langage soutenu? Quel est le langage qu'il utilise? Et répondre à ces différentes questions. Quels sont les mots et les concepts les plus importants du livre? Quelles sont les phrases les plus importantes et leurs prépositions? Les prépositions sont très importantes. Quels sont les arguments du livre? Quelles sont les questions que l'auteur a tenté de répondre ou quelles solutions il propose? Et pour finir, les mots, les expressions inconnues méritent un temps à part pour les comprendre. Il ne sert à rien de lire un livre et de ne pas comprendre les mots utilisés par l'auteur. D'ailleurs, ça joue sur la compréhension du livre. C'est pour cela que lorsque je fais une fiche de lecture, il y a une partie spécifique où je mets les mots que je ne comprends pas, je les note et ensuite je vais faire des recherches. Je ne fais pas des recherches pendant que je suis en train de lire, je les note et quand je finis, je fais une recherche par rapport à ce mot-là. Vous allez voir ça tantôt, on est en train de finir là. Troisième niveau de lecture analytique, savoir critiquer. Quand on dit critiquer, c'est exercer un jugement sur le contenu à la fin, quand vous finissez de lire, savoir critiquer le livre, avant de critiquer une œuvre, se rassurer de l'avoir compris en passant par les questions posées lors du premier et deuxième niveau de la lecture analytique. Troisième chose sur le troisième niveau, présenter son accord ou désaccord avec l'auteur en se basant sur les arguments et non pas sur les préférences personnelles
oh non, c'est parce que je n'aime pas, c'est parce que c'est une idée. Non, non, il a présenté ses arguments. Si vous n'êtes pas d'accord, présentez contre-arguments, vos contre-arguments, présentez d'autres arguments pour que vous puissiez exprimer votre désaccord. Dans les cas de désaccord, voici comment vous présentez, plutôt, en cas de désaccord, euh, il est nécessaire de faire ces quatre choses. Ces quatre choses, c'est une façon pour vous de montrer un autre argument. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Présentez votre contre-argument. Démontrez que où l'auteur est désinformé. Je ne suis pas d'accord parce qu'il est désinformé par rapport à ce qu'il a dit. Ou sinon, il est mal informé. Désinformé, c'est qu'il n'est pas informé du tout. Mal informé, c'est qu'il manque certaines choses que a fait en sorte que la conclusion qu'il a tirée ne soit pas bonne parce qu'il a manqué quelques informations. Troisième chose, c'est de montrer pourquoi l'auteur, montrer que l'auteur n'est pas cohérent. Et ensuite, pour finir, démontrer que le contenu est incomplet. Lorsque vous passez par ces quatre choses ici, vous allez bien argumenter votre critique pour comment vous critiquez le livre et pourquoi vous n'êtes pas d'accord en accord avec l'auteur. Ça, cette partie ici, ce 15e chapitre, très bon. Je l'ai trouvé très bon parce que ça m'a rappelé lorsque je faisais mes études en théologie, il fallait toujours faire des commentaires, il fallait toujours, quand on finit de lire, il fallait faire des commentaires. Et ça aide dans le sens où vous apprenez à faire bien faire la critique dans le livre, chose que tout le monde ne sait pas faire, ce n'est pas simple à faire. Je ne suis pas expert pour le faire aujourd'hui. Je pense que je me suis amélioré, mais j'ai encore du chemin à faire. Chapitre 16, lecture syntopique. Lecture syntopique, c'est le high level. C'est le niveau le plus élevé de la lecture. C'est le type de lecture que vous allez faire quand vous vous apprêtez pour un doctorat, quand vous voulez écrire un livre, quand vous voulez écrire un article, quand vous préparez réellement une conférence, et vous ne préparez pas juste une conf, mais vraiment une conférence, vous allez faire des lectures syntopiques. En quoi cela consiste? Définir le problème que l'on veut résoudre. C'est pour cela que j'aime cette lecture. Je définis, désolé, il me faut de l'eau, définir le problème que l'on veut résoudre. J'ai un problème que je veux résoudre. Quand je vais faire mon master, j'ai un problème. D'ailleurs, avant d'écrire en mémoire, j'écris d'abord la problématique ou la thèse que je vais défendre. J'ai créé ma problématique ou ma thèse. Elle est définie. D'abord, c'est les problèmes que je veux résoudre. Mon doctorat, c'est la même chose. La licence, c'est la même chose. Ensuite, poser des questions avant de commencer à lire ces livres. Ok, voici ma problématique. Autour de cette problématique, quelles sont les questions que je vais répondre? C'est le même schéma qu'on utilise lorsqu'on veut préparer aussi une prédication. Pourquoi il y a pas mal de prédications que on sort de cette prédication, on n'est pas édifié? Parce que on ne commence pas par le problème que l'on veut résoudre. Quand vous préparez une prédication, par exemple, ou un enseignement à l'église, ne vous levez pas et vous dites non, je veux parler de la prière. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas que ça ne veut rien dire par rapport à ce qui est ici. Ça ne veut rien dire dans le sens où vous allez parler de la prière. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez parler de la prière? Je veux parler des prières parce qu'il y a des personnes qui prient et qui ne sont pas exaucées. Ah! Donc, la problématique que vous voulez résoudre, c'est la problématique de prière non exaucée. Très bien. Quelles sont donc les questions que je commence à me poser? La première question qui va venir, c'est quoi la prière? Deuxième question qui va venir, pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Troisième question qui va venir, comment bien prier pour être exaucé? J'ai trois questions. Donc, nous sommes au deuxième point. Ensuite, préparer sa bibliographie, plusieurs livres sur le même sujet. Quand j'ai déjà ma problématique, j'ai toutes ces questions, qu'est-ce que je vais faire? Revenons sur l'exemple de préparer une prédication en enseignement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre des versets de Paul, les versets de Jésus, les versets de Moïse, les versets de Jacques. Je prends les différents versets qui vont parler sur la prière,
qui vont parler sur pourquoi les prières ne sont pas exaucées et comment bien prier pour être exaucé. Je vais chercher dans toute la Bible ces versets et je commence à alimenter cela. D'ailleurs, on appelle cela une prédication thématique parce qu'il existe trois types de prédication. Prédication thématique sous forme d'exposé et la prédication textuelle. Donc, dans une prédication thématique, j'ai mis mon problème là et je suis en train de le résoudre par les différentes questions. Et à la fin, ça c'est pour exemple d'une prédication d'enseignement à l'église, mais vous pouvez prendre la même structure et l'appliquer pour écrire un livre, un article et tout le reste. Même créer une vidéo. Dernier point de ce chapitre, faire une lecture d'inspection et retenir les livres qui vont réellement nous accompagner lors du projet mis en œuvre. Donc, la prochaine fois, je vais parler d'une conf. Je suis en train d'organiser une conférence sur la politique et sur les royaumes des cieux. Qu'est-ce que je fais? À part ce livre que je viens de prendre, qui n'est pas ici, je le mets ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends un livre qui parle de pouvoir. Je prends un livre qui parle de sagesse biblique et sagesse politique. Je prends un livre qui parle de... ce livre ici va parler de 4 visions du monde et il va mettre différentes disciplines, psychologie, politique, économie, et il va faire les 4... Il va faire la comparaison, comment est-ce que le christianisme, le monde séculier va comprendre ces différentes disciplines et la politique s'y trouve. Ensuite, je prends un autre livre sur l'éthique chrétienne. Je prends un autre livre sur Jésus et les royaumes. Je prends un autre encore sur les royaumes. Je prends un autre livre que j'aime bien sur le plaisir de penser, où il va traiter également la question de politique. En fait, il va traiter les 12 questions de la philosophie, notamment la politique. Et je commence à les lire avant de préparer cette conférence. Est-ce que j'aurai le temps de tout lire? Est-ce que je vais appliquer la lecture analytique quelques-uns? Tous ces livres-ci, je les ai déjà lus. Je connais les parties qui sont importantes. Je vais juste encore les relire. Désolé encore pour le bruit. Et prendre ces parties et les appliquer. Donc, quand on fait ça normalement, on prépare bien sa prédication, sa conférence, on écrit bien son article, on écrit bien sa thèse, on écrit bien son mémoire, et ainsi de suite. Chapitre 17. Les 5 pas d'une lecture syntopique. Premier pas, trouver les parties les plus importantes du livre en appliquant la lecture superficielle. Deuxième, comprendre les auteurs. Troisième, poser des questions autour afin d'éclairer certaines questions. Mentionner les divergences entre les auteurs et tenter de les éclairer. Et pour finir, analyser la discussion et présenter les arguments et positions des auteurs. Voilà pour le résumé du livre. Ça a été un peu long. J'espère que ça a été intéressant. Surtout, maintenant, regardez cette partie ici. C'était quel chapitre? Je ne me souviens même plus de noter les mots. Voilà, chapitre 14. Les mots, expressions inconnues, il faut les mettre à part pour les comprendre après. Regardez ici. Je mets toujours cette partie dans mon livre, plutôt dans ma fiche de lecture. Ici, vous n'allez trouver aucun mot parce que dans ces livres, je n'ai pas trouvé un mot ou une expression qui est difficile pour moi. Surtout que c'était un livre en portugais. Portugais qui est ma langue. C'était vraiment... Il a utilisé un langage très simple, quiconque peut comprendre. J'ai tout compris, donc je n'ai pas mis un mot ici. Cette partie ici, c'est ce que je vous disais avant. L'explication du livre en quelques mots. Comment, si je dois expliquer ce livre à quelqu'un en quelques mots, rapidement, qu'est-ce que je veux dire? La lecture est la base fondamentale de l'apprentissage. Toutefois, il faut savoir lire pour bien apprendre. Et je pourrais même ajouter, il faut savoir lire et étudier pour bien apprendre. Ouais, étudier aussi pour bien apprendre. Savoir lire est aussi essentiel pour étudier. Ah, c'est venu après. Ce savoir implique de connaître le temps qu'il faut pour lire un livre, connaître la structure d'un livre et les 4 niveaux de lecture, appliquant ces 4 niveaux à l'objectif de lecture qu'on a. J'ai expliqué donc ce que j'ai compris du livre. Mettons le commentaire, ce que je vous disais avant. Est-ce qu'on va lire tout le commentaire? Non, c'est quand même long. C'est beau, mais c'est long. On va lire le premier, on va voir si on va lire le reste. Premier, ça, on va pas lire le premier. Est-ce qu'on va lire le premier? On va lire le dernier. Je ne sais même pas ce qui est écrit, je ne me souviens plus. Ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. Je ne sais pas...
Mais tout est beau, franchement. Alors, allons, prenons ici. Toute lecture est bénéfique si on tient compte de tous les effets qu'elle a sur le lecteur. Mais toute lecture ne rend pas pourtant plus sage. Toute lecture est bénéfique, mais toute lecture ne rend pas pourtant plus sage. Ah bon? Pourquoi j'ai dit ça? Le sage est celui qui pense mieux pour... Ah, ok. Le sage est celui qui pense mieux pour mieux vivre. C'est l'idée qui est ici d'ailleurs. Une idée qui est quelque part ici. Le sage est celui qui pense mieux pour mieux vivre. Or, toute lecture ne permet pas de mieux vivre. Mhm. Le dire ainsi exige que l'on définisse c'est quoi mieux vivre. Mieux vivre serait-il relatif à chacun si le chemin pour mieux vivre... Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit ici finalement. Je suis en train de je suis en train de lire et de réfléchir sur ce que j'ai lu, sur ce que j'avais écrit, pour savoir si c'est encore ma position aujourd'hui. Si je suis d'accord, je suis en train de réfléchir en fait sur ce que je suis en train de lire. Alors, on est en train de les découvrir ensemble. Le dire ainsi exige que l'on définisse c'est quoi mieux vivre. Mieux vivre serait-il relatif à chacun? Si le chemin pour mieux vivre peuvent être nombreux, l'un plus efficace que l'autre, mieux vivre n'est pas subjectif et largué à la merci et au manque de maturité, de sérieux et de profondeur que cette idée voudrait que ceux qui tentent de l'approcher aient. Je comprends. Mieux vivre consiste à parvenir à l'harmonie de mon être. Lorsque je suis complètement synchronisé avec mon essence, l'essence, je ne veux pas la définir. Elle, l'essence, je ne peux la définir. Elle me définit. Tout ce que... C'est une philosophie. Je pense que c'est philosophique ce qui est ici. Et je suis peut-être en train d'écrire et je suis en train d'écrire tout en... Comment je peux dire? Ici, je suis en train d'écrire tout en m'opposant à la philosophie existentielle. Je crois bien. Qui est le contraire de ce qui est ici. La philosophie existentielle va me dire, je, je donne un but à mon existence. Je crée mon but. Je définis moi-même mon but. Je crée mon pourquoi. Mais la Bible va dire, je nais avec un pourquoi. Il y a un pourquoi et je le découvre. Et quand je le découvre, je m'aligne à ce pourquoi. Donc, ce pourquoi, c'est mon essence. Et c'est mon essence qui me définit, ce n'est pas moi qui me définis. Tout ce qui me définit ou tente de me définir n'est pas mon essence. L'essence me définit dans l'ordre de sa logique et non pas la mienne. De même que la Terre a des couches et qu'au centre il y a un noyau, mon essence est une couche autour d'un noyau. Couche autour d'un noyau. Ce noyau, c'est Dieu. Je savais que ça allait finir là. Mon essence est une couche autour d'un noyau. Ce noyau, c'est Dieu. Mon essence, c'est donc ce que je suis particulièrement en lui par la manière dont il m'affecte spécifiquement alors que je suis en lui. C'est beau ça. Ouais, je pense que je vais écrire un article sur ça. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Mais dites-moi surtout si vous êtes d'accord avec cela. On peut lire cette petite phrase. La lecture est l'activité la plus importante pour toutes sortes de développement. OK. L'application. J'ai pris une seule application. Prendre un livre que je lis actuellement et pratiquer la lecture active en notant mes questions et en évaluant les réponses au fur et à mesure. Pourquoi j'ai mis ça comme application? Parce que pour être vrai avec vous, tout en connaissant comment bien lire, tout en connaissant comment mieux lire, comment mieux comprendre un livre, ce n'est pas toujours que je le fais. Quand je dis toujours, ce n'est pas toujours que je le fais de la même façon, en écrivant. Il y a des réflexes qui sont là, qui fait que quand je suis en train de lire un livre et une question, mais je ne le fais pas toujours d'une manière active. Donc, je mis ça, cette application, pour que je puisse davantage comprendre et m'orienter vers cet aspect actif de la lecture. Exercice, deux exercices, ne plus voir la lecture comme une obligation, mais un moment de plaisir et de détente. Facile à dire, difficile à faire, mais comme je disais au début, c'est en lisant qu'on devient lecteur. Donc, c'est lorsqu'on lit qu'on apprend à mieux lire. Donc, cet exercice veut tout simplement me dire, Abdel, continue à lire.
Deuxième exercice, je lis et je veux continuer à lire afin de développer ma sagesse, intelligence, spiritualité et richesse et aider les autres à faire la même chose ou à aider les personnes à être plus sages. C'est vraiment quelque chose que je poursuis avec la lecture. Je ne lis pas juste parce que on dit que la lecture c'est une bonne chose, qu'il faut lire, impressionner les gens par le nombre de livres. Tout ça, ce n'est pas le plus important, mais je lis parce que je veux vraiment développer la sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, quand j'ai dit au début de la vidéo, améliorer votre vie, c'est par la sagesse. Et la sagesse vient par l'observation, l'expérience, l'apprentissage, la connaissance, l'étude, la lecture. La sagesse est un mélange de tout cela. Et aboutir réellement à une sagesse qui est importante et qui aide. Développer également l'intelligence, spiritualité qui est également importante, richesse. D'ailleurs, quelqu'un va dire que on ne peut pas parler du bonheur sans mettre en place ces différents éléments. Il va dire que le bonheur c'est quoi déjà? Le bonheur est l'intersection entre la vie professionnelle, la vie sociale euh, et la vie professionnelle, la vie personnelle, je pense, et la vie financière. Lorsque ma vie personnelle avec ma vie professionnelle produisent les finances, alors je suis dans un état de bonheur. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas ça, mais c'est pour dire combien ces aspects-là sont importants. Quels sont les problèmes auxquels ce livre répond? Difficulté à lire et à étudier, la confusion entre la lecture et l'étude, l'incapacité à formuler une critique constructive, pour moi c'est le point le plus important, l'incapacité à formuler une critique constructive dans le livre. Les problèmes ici, ce n'est pas les problèmes auxquels le livre répond, c'est plutôt pour qui. euh, ouais, je connais la fiche de lecture. La dernière partie de ma fiche de lecture, c'est pour qui ce livre. Donc, qui a besoin de ces livres? Je vais mettre ici ce, je vais mettre encore un étudiant. C'est pour tout le monde d'ailleurs. Je ne vais même pas écrire étudiant, lecteur compulsive, passive, active. C'est pour toutes sortes de personnes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette fiche de lecture. Le club du livre, c'est ceci. Je présente une fiche de lecture avec vous. Si vous avez également une fiche de lecture ou si vous voulez que je puisse vous aider à préparer une fiche de lecture, écrivez-moi dans le commentaire. Je serai également ravi de voir votre fiche de lecture si vous m'envoyez pour que je puisse la présenter sur la chaîne en mentionnant votre nom, mentionnant votre Instagram, peut-être ça va également vous aider. Donc, vous pouvez me faire parvenir votre fiche de lecture. Écrivez-moi juste dans le commentaire et on va s'arranger pour que je puisse la recevoir et la présenter dans le club du livre. Alors, on est en train d'arriver à la fin. Je vais juste enlever ça et me déplacer. On va être naturel, on va être naturel. Et me déplacer un tout petit peu. Vous êtes en train de voir quoi là? Un livre, ok. Très bien. Voilà, on est arrivé à la fin de cette fiche de lecture. Et n'oubliez pas tout ce qu'on a vu, ces différentes stratégies qu'on a vues en place. Si vous voulez développer votre capacité à lire et comprendre mieux, appliquer ces différentes stratégies que nous avons vues. N'oubliez pas que chaque lecture est une opportunité pour découvrir le monde, pour se développer, aller de l'avant. J'ai l'habitude de dire que lire, c'est se mettre sur les épaules du géant, d'un géant, afin de voir plus loin. Chaque fois que vous êtes en contact avec un livre, vous êtes en train de voir plus loin, vous êtes en train de voir le monde autrement, changer complètement le monde, votre monde intérieur, déjà, pour changer également votre monde extérieur. C'est pour cela qu'il faut savoir être sélectif dans le livre que l'on lit, afin de savoir qu'est-ce qu'on va réellement changer en nous. Parce que ce qui rentre en vous, c'est ce qui sort. Et ce qui rentre, ce n'est pas ce qui suit. Ce que sort le fait, mais ce qui sort est également influencé par ce qui rentre sur le plan biologique bien évidemment, mais on va également parler de cela sur le plan intellectuel. Ce qui rentre, c'est ce qui va sortir d'une manière différente, sortir d'une manière plus, plus définie, pas robuste comme cela est rentré. Donc, aimez la lecture, suivez la lecture, développez surtout votre sagesse, ayez l'amour pour la sagesse, devenez plus sage
Et encore une fois, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification, téléchargez les books que j'ai laissés dans la description pour vous et laissez-moi dans le commentaire quel est le livre que vous êtes en train de lire maintenant ou sinon, quelle est la partie de la fiche de lecture que vous a plus marqué. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye.